Hello tout le monde, bienvenue dans la SP sans frontières numéro 7. Aujourd'hui, toujours accompagné de Céline. Salut, ça va bien? Ça va et toi? Très bien, très bien. On est réunis aujourd'hui pour parler d'un film de Ryuhei Kitamura qui s'appelle Midnight Meat-Train. Donc pour faire la fiche technique un peu dans sa globalité, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a un casting et une équipe assez incroyable quand même, enfin pour ma part, parce que je vois beaucoup de noms que je connais. Alors, on est sur un film de type thriller-horreur, sorti en 2008 d'une durée de 1h43. Au casting, on retrouve notamment Bradley Cooper, Leslie Bibb ou encore Vinnie Jones. Donc Bradley Cooper, on le connaît tous pour la voix de Rocket Raccoon ou plein d'autres films où on le voit à gauche à droite, tantôt dans des comédies romantiques, tantôt dans des films d'action à la Agence Touriste ou j'en passe, tu vois, bon, star mondialement connu. Vinnie Jones, acteur et ancien footballeur professionnel, connu notamment pour avoir joué en D3 ou D4 anglaise, mais juste pour sa violence. Okay. Il a été très connu pour être violent, donc c'est pour ça que derrière sa carrière a commencé dans les Guy Ritchie, notamment avec les Arnaques Crime Botanique ou Snatch. Pour réaliser ce film, on est en présence de Ryuhei Kitamura, réalisateur japonais, très prolifique dans les années 2000, notamment pour avoir réalisé énormément de séries B, telles que Versus, qu'on a fait dans le podcast. Tout à fait. D'autres films comme Alive, Aragami, Asumi, j'en passe, c'est que des films série B d'action assez fun à regarder. Ouais. C'est un réalisateur que j'ai beaucoup suivi parce que j'adore son univers. Okay. C'est complètement barré, c'est complètement barge et très japonisant. Et non seulement dans la violence, dans la comédie et dans tout ce qui est fucked up. Donc moi, j'aime beaucoup. Ouais. On le retrouve aux États-Unis pour réaliser ce film, adapté d'une nouvelle de Clive Barker, réalisateur notamment de Hellraiser ou Cabal, qui est très connu aussi pour son univers en tant que romancier, qui écrit beaucoup de nouvelles autour des histoires fantastiques, assez bizarroïdes. Ouais, c'est toujours un peu d'horreur aussi. Ouais, horrifique, fantastique, ça dépend de certains films et certains thèmes. C'est un peu son univers à lui, et on le retrouve très bien dans ce film-là d'ailleurs, on en reparlera un peu plus derrière. Et pour compléter la fiche technique, on retrouve David Leitch, cascadeur professionnel, qui est devenu réalisateur aujourd'hui dans certains films comme Bullet Train, Deadpool, le 2 je crois, je sais pas s'il a fait le 1, j'ai un doute, et qui a notamment co-réalisé John Wick. Ok. Avec je ne sais plus son nom, je suis désolé, mais enfin bref. Donc il est très prolifique aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a fait sa carrière dans les cascades. Faudrait qu'on le rajoute à la liste, mais je viens de voir qu'il a travaillé sur King of Fighters, le film réalisé par Gordon Chan. Ok. Donc ça va être un film à mettre dedans, un film très naze, mais c'est pas grave. Et surtout que je viens de découvrir que David Leitch, il joue dans le film, un rôle d'un personnage du jeu vidéo dont je suis très très fan et qui m'avait énormément déçu quand j'avais vu King of Fighters parce que pour moi c'était pas possible. Donc, c'était une trahison. Voilà, donc pour expliquer qui il joue Terry Bogard. Terry Bogard, un de mes personnages préférés des jeux de baston, notamment dans les King of Fighters, dans les Fatal Fury et même dans les mash-up entre Capcom et SNK. Donc voilà, moi quand j'avais vu le film à l'époque, j'ai tremblé en fait. J'ai tremblé de nervosité et puis je crois début de crise cardiaque. Mais enfin bref, un film qui reviendra sans doute plus tard dans le podcast. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de la fiche technique et maintenant je pense que on va s'intéresser au film et on va commencer par un pitch que tu vas nous faire avec grand plaisir. Je vais essayer. Donc on va suivre Léon Kaufman qui est photographe à New York, photographe qui a du mal à décoller. Et à un moment, il va pouvoir rencontrer une galériste, proposer ses photos dans la galerie. Et elle lui dit qu'en gros, il faut qu'il aille capter des moments un petit peu plus loin dans les photos qu'il fait. Et donc, il va prendre ça un peu au pied de la lettre et il va commencer à suivre des gens le soir tard dans le métro, des choses comme ça. Et à un moment, il va photographier quelqu'un. Il va faire une obsession un peu dessus jusqu'à se rendre compte que dans le dernier métro, il se passe des trucs un peu chelous. Exactement. Voilà. Et maintenant, est-ce que tu nous dirais ce que tu en as pensé ? Alors moi j'ai un avis général assez positif. Il y a quand même des choses que je trouve très très bien. Je le trouve un petit peu inégal. Ouais. Par contre, tant sur la performance des actrices, le scénario et puis des fois même les visuels. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a vraiment à certains moments
une attention à faire des plans esthétiques comme une photographie. Donc il y a vraiment des très beaux plans, je trouve, des très belles ambiances. Après, il y a des choses qu'on vieillit au niveau des effets spéciaux sur les morts, par exemple. Mais bon, ça, voilà, on sait que c'est dû aussi à l'époque, et donc ça, c'est normal. Mais après, il y a aussi des choses qui... voilà, moi, je le trouve un peu inégal dans le rythme, des choses comme ça. Mais le sentiment général reste quand même positif. Et toi, t'en as pensé quoi? Alors moi, il faut savoir que c'est un film que j'ai déjà vu à l'époque. Donc il est sorti en 2008. J'ai dû le voir dans ces eaux-là peut-être 1 ou 2 ans après. J'ai plus trop de souvenirs. Ok. Mais c'est un film que j'avais vu parce que, en fait, à travers le bouche à oreille, on entendait que c'était un film très trash, qui était un film, voilà, sans doute à voir pour ceux qui étaient friands de ce genre-là. Et moi, donc, du coup, bah, forcément, je me suis jeté là-dessus. Étant donné qu'à cette époque-là, je te faisais pas trop voir de choses. C'est vrai, c'était encore. On en avait vu quelques-uns, mais pas à ce point-là, quoi. Je crois que t'avais encore peur de me perdre. Ouais, peut-être. Le plus marrant, c'est que je ne savais pas que c'était Kitamura qui l'avait réalisé à l'époque. Ok, d'accord. Alors que je le connaissais déjà. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu le connaissais déjà. Je le connaissais déjà très bien parce que j'avais déjà acheté tous ces DVD quasiment à l'époque dans la collection Madasia en steelbook. Donc j'avais eu tous les Versus, Aragami, tout ça. Donc je le connaissais très bien. Mais je n'avais jamais fait attention que c'était lui qui avait réalisé Midnight Train. Ok. Et à l'époque, j'avais beaucoup aimé le film. Parce que voilà, côté violence, tout ça, trash. Puis en plus, comme tu l'as si bien dit, la photographie, tout ça, il y avait quelque chose de cinématographique là-dedans. Ouais. Aujourd'hui, avec ce second visionnage-là, je me suis rendu compte que finalement, avec l'œil d'aujourd'hui, l'évolution du cinéma, tout ce qui a pu se faire de trash aujourd'hui, et puis qu'on connaît tous, puis à force d'en bouffer aussi, hein, la vie change, et puis justement le regard dessus change. Voilà, puis le regard sur ce film s'est complètement aseptisé. Je me suis dit, ah ouais, c'était ça qui était gore à l'époque. Et je dis, putain, maintenant j'ai peur de voir des films comme Ichi the Killer parce que j'ai l'impression que ça va être bisounours le film, quoi. Je pense pas. Mais je pense pas non plus, mais en fait, j'ai gardé des images de ces genres de films-là qui étaient ultra violentes. Et finalement, quand tu regardes, Midnight Train pour l'occasion, oui, comme tu l'as dit, ça a très très mal vieilli au niveau des effets spéciaux. Ouais, c'est très numérique, c'est du sang numérique, c'est de la violence numérique, beaucoup. Il y a très très peu d'effets pratiques, à part sur certaines choses, par exemple comme les corps pendus, où tu vois vraiment que ça reste vraiment du dur. Du fait maison, quoi, du dur. Certaines scènes comme, on va dire, à un moment donné, où tu vas le voir arracher les yeux, les dents, tout ça. Là, tu vois que c'est de l'effet pratique. Donc, il y a des trucs comme ça qui... Voilà, c'est du concret, ça reste en dur et ça vieillit pas trop mal. Tu vois, autant il y a 2-3 scènes où effectivement le numérique était un peu pas obligatoire, mais on va dire pour l'époque où ça commence à vraiment rentrer dans le cinéma, de l'avoir utilisé, ça paraissait logique. Le sang numérique, pour le coup, ça je trouve ça débile parce que c'est quelque chose, c'est un props qui est utilisé depuis tellement d'années, qui est complètement maîtrisé. Démonter une tête au marteau, effectivement, te dire en numérique, ça peut être plus rapide, plus facile, des choses comme ça, mais faire une flaque de sang, je suis désolé, mais tu perces une poche et c'est bon, c'est fini, quoi. Je veux dire, t'as pas besoin de faire un truc... en fait, tu vois, moi, je vois laquelle que tu parles, la grosse flaque de sang. En fait, c'était juste pour amener un effet style. Oui, avec le reflet miroir, derrière. le reflet. Mais je pense que tu peux l'avoir en physique et par-dessus, tu rajoutes l'effet mais oublie pas que t'es à Hollywood. Oui, c'est vrai. Le temps, c'est de l'argent. Et l'argent... si tu peux le mettre dans les effets spéciaux, c'est un gain de temps aussi. Ouais, on voit le résultat, quoi. Ouais, mais après, là, ça reste encore les années 2000, c'était pas abouti au niveau technologique. Mais après, c'est dommage, parce que Kitamura, c'est quelqu'un qui adore travailler avec l'hémoglobine en général. Dans Versus, on l'a vu, mais c'est des seaux, en fait, qui versent partout. Et en fait, moi, je m'attendais à ce qu'on retrouve ça. À l'époque, pour moi, mais tu vois, c'est pareil, à l'époque, ça m'avait pas choqué, tout le numérique comme ça, parce que peut-être avec nos yeux des années 2000, 2010, ça passait très bien. Ouais. Et finalement, quand tu regardes le jeu, tu dis, ah ouais, quand même, ça pique les yeux, quoi. Oui, mais après, ça, c'est vrai que ça, entre guillemets, moi, je l'ai vu dans le film, je fais, bon, ok, ça vieillit, mais c'est pas quelque chose qui soit m'a sorti du film, soit où j'en tiens vraiment rigueur. Parce que, voilà, on sait, le film, il a 20 ans, quasiment, donc, forcément, il a plus la même fraîcheur que quand il est sorti, donc ça, c'est normal. Oui, il pâtit de l'âge, mais après, faut pas oublier, ça reste aussi un film de seconde zone aussi, c'est pas un blockbuster, c'est pas un triple A, tu vois, donc forcément t'as aussi l'esthétique qui en pâtit, même si l'esthétique justement je la trouve très correcte. Comme tu l'as dit, il y a des plans très photographiques, justement ça va bien avec le thème du film, comme quoi Bradley Cooper est photographe. Niveau réalisation, mise en scène,
Franchement, je trouve ça très correct et je trouve qu'aujourd'hui, ça vieillit très bien. Niveau colorimétrie, ça reste très 2000. Avec les lumières bleues, verts, les tout ça. filtres, le grain. Mais ça joue sur différentes teintes aussi. La journée, il y a pas ces teintes-là. Il y a d'autres scènes où tu vas voir, ça va jouer plus sur des tons jaunâtres, orangés. Ça va vraiment jouer avec la lumière. Et je trouve que les contrastes, justement, sont très bien faits. Oui, puis moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, ça joue aussi beaucoup sur les néons de la ville et sur les lumières de la ville. Donc, en fait, les couleurs ont quand même une logique. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression d'avoir un filtre bleu qui a aucun intérêt et aucun lien avec l'histoire. Là, pour le coup, je trouve que c'est pas un filtre. Là, c'est vraiment la lumière. Ouais, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, dans les années 2000, on a mentionné qu'ils avaient tendance à mettre des filtres un peu partout. Et donc, là, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment ce côté où on voit la colorimétrie changer, on voit les teintes changer, mais il y a un lien avec l'ambiance de la ville de nuit, des néons. Donc on va avoir des fois des teintes un peu plus bleues, un peu plus roses, un peu plus jaunes. Il y a vraiment aussi un lien avec l'environnement, quoi. Puis ça fait très new-yorkais, justement. Je trouve l'imagerie, elle est très orientée sur New York, des années 2000, justement, avec tous ces, non seulement ces contrastes assez sombres, et ces lumières en même temps qui viennent rehausser un peu l'image. Et je trouve que Kitamura s'en est très très bien sorti niveau mise en scène. Comme tu l'as dit, je trouve qu'il y a beaucoup de longueur quand même. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est dans la deuxième partie du film où moi, il m'a un peu perdu, en fait. C'est-à-dire que tout le début, je trouvais ça vraiment intéressant. J'aimais bien, justement, parce que il y avait une vraie démarche artistique dans la mise en scène. Je trouvais qu'après, on savait pas trop où il voulait aller. Et il y avait effectivement un peu de flou, je pense, juste dans le... Parce qu'il y a le côté déambulation, en fait, du personnage principal. Mais une fois qu'il trouve le boucher, qui suit le train, je trouvais qu'il y avait plus d'enjeu, en fait. Alors que c'est le moment un peu climax. Moi, j'ai eu ce sentiment d'avoir l'enjeu et la pression qui retombent. Et ça m'a un peu déstabilisé parce que je trouvais que c'était pas le moment, en fait, normalement. Ouais. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais ça, c'est un truc qui revient souvent dans les films de Kitamura. Kitamura, il a toujours des idées, on va dire, bien précises. Le problème, c'est que lui, ce qu'il aime faire, c'est ces scènes de fin, qui changent radicalement de ton, qui basculent souvent dans l'horreur et dans le fantastique, ce qui est le cas dans ce film-là. Ce que j'allais dire. Mais le problème, c'est que entre le moment où il met en place son film et où il attend de se faire plaisir sur la scène de fin, bah en fait, au milieu, il doit meubler. Mais et puis c'est d'arriver à faire la connexion entre ces deux univers qui pour moi a pas marché. Mais ça a toujours été dans le cinéma de Kitamura. Il y a toujours une bascule. Tu vas pas comprendre le switch entre le moment où tu vois un film qui prend son temps, parce que Kitamura, il aime prendre son temps. Il y a des films comme Aragami, par exemple. Il est pas très long, mais il doit durer entre 1h, 1h30, et encore, je crois que c'est 1h20, un truc comme ça. C'est un film très très court, mais pendant 1 heure, ça va être juste, il va filmer 2 personnes dans un temple bouddhiste, avec, pareil, moi, dans mes souvenirs, il y avait un beau cadrage, une belle photographie, tout ça. Ça va parler longtemps, ça va poser la caméra, ça va prendre son temps pour développer les relations. Et jusqu'au moment où, dans les 20 dernières minutes, ça va complètement basculer dans un climax qui va annoncer un combat entre les 2 personnages. Et ce combat-là, en fait, c'est ce qu'il attend. C'est l'élément qu'il attend pour se faire plaisir. Mais la bascule entre les deux, en fait, elle est souvent radicale. Qui peut rebuter, mais moi, comme c'est un cinéma que j'ai pris très très tôt, j'ai compris comment il fonctionnait. Et c'est une bascule que j'ai appris à maîtriser, en fait, avec le temps. Je comprends. Et c'est pareil comme des films comme dans Alive ou même Azumi. Il y a toujours des trucs, des bascules qui sont... T'as l'impression qu'en fait, tu t'es endormi pendant le film et tu te réveilles, tu te dis, merde, j'ai raté quelque chose. C'est le film de deuxième partie de soirée. Exactement. Bah, là, en fait, tu vois, moi, je l'ai vraiment vécu comme j'ai compris le switch, que effectivement, il y a cette dimension fantastique qui arrive. Et c'est pas en soi l'élément fantastique qui me dérange, mais comme tu dis, c'est la bascule entre les deux. Bon, c'est le lien, la connexion qu'il va y avoir entre la partie réaliste et la partie fantastique. Et pour moi, comme elle est pas là, en fait. C'est-à-dire que pour moi, il y a une bascule. Ça nous emmène pas vers ce point de climax. Ça nous emmène juste, hop, tu sautes une marche et puis, comme tu dis, tu arrives dans un autre univers, t'as passé un portail et moi, et donc, j'arrive pas à savoir si c'est un problème d'écriture ou si c'est juste un effet de mise en scène où il veut te choquer sur cette bascule-là, justement. Où il veut passer vraiment à autre chose pour que toi, en tant que spectateur, tu sois dérouté, tu vas dire, waouh, attends, je l'avais pas vu venir ça. Ouais, j'arrive pas à savoir. Moi, je l'ai ressenti comme cette volonté-là de faire un truc ultra différent, d'aller vraiment au contre-pied du réaliste
avec ça, mais que pour moi, ça tombait à plat. Ouais. Il y a des petits éléments qui sont mis en avant dans le film pour montrer un peu un côté fantastique, un peu bizarre. Donc on sait pas trop ce qui se passe, mais c'est pas assez poussé. En fait, il aurait fallu un peu plus d'éléments pour aller de la partie réaliste à la partie fantastique avec une continuité plus intéressante et pour que ce soit justement plus complexe. Parce que les éléments qu'il a mis, il y a des moments où en fait, le côté fantastique, on le voit et donc on prévoit ce qui va se passer à la fin. Donc moi, par exemple, le côté fantastique, la vision qu'il a eue Bradley Cooper à un moment dans le film, je suis ok, bon, bah c'est bon, ça j'ai compris la fin en fait. Ok. Donc j'ai pas eu le côté de genre waouh, c'est un contre-pied de fou. Et c'est peut-être aussi pour ça que moi c'est tombé à plat. Parce que en fait, il a mis un peu d'éléments, mais trop explicites. Donc au final, on sait ce qui va se passer à la fin. Et on n'a pas justement cette complexité. Ou sinon, bah, il en a pas mis assez pour que justement on puisse avoir un peu de trucs fouillis et se dire, bon bah ok, c'est quoi, c'est ça, c'est peut-être ça, c'est contradictoire, des choses comme ça quoi. Mais tu vois, là, tu viens de peut-être me tendre une bonne perche. Bah, avec plaisir. Et juste pour, déjà pour plus soyer ce que tu viens de dire. Et moi, j'ai l'impression que, encore une fois, c'est peut-être le système américain. Ils ont peut-être dit justement de dissimuler des indices ici et là pour pouvoir amener ce climax à la fin. Ce qu'ils ne faisaient pas au Japon. Et c'est pour ça que je te disais que la bascule était très brutale. Ouais. Et il n'y avait aucune transition pour arriver à cet élément fantastique, horrifique ou n'importe quoi qu'il a déjà fait au Japon. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que dans ce film-là, en fait, il y a des petits indices qui vont nous amener sur l'élément horrifique et fantastique de la fin. Et c'est vrai qu'on le voit venir assez tôt. Ouais, c'est ça en fait, parce que comme il a trop montré, dans le sens où l'élément fantastique est montré quasiment dans sa globalité, bah forcément après. Mais je me demande si c'est pas une écriture, une réécriture des Américains pour amener, on va dire, un peu plus de transition dans le final. Et ça, c'est un truc, tu vois, j'aimerais bien arriver à savoir comment ça se passe justement pour des réalisatrices étrangères, que ce soit européens ou asiatiques, qui arrivent à Hollywood, à quel point ils sont soit dirigés, donc en gros, bon bah ton avis on s'en fout quoi, c'est ça que tu dois faire donc fais-le. À quel point on va avoir un côté un peu mitigé, c'est-à-dire une fois oui, une fois non, et donc on se retrouve aussi parfois, comme on a pu mentionner dans le podcast, avec des films qui ont l'air un peu patchwork quoi, c'est-à-dire que on comprend des fois le parti pris du réalisateur, que effectivement il y a des choses qui commencent à venir, que ça peut être une identité du réalisateur qui reste, et puis en fait après on se retrouve avec des trucs qui n'ont rien à voir, et voilà, on a du mal à faire un film cohérent dans tout ça quoi. Ouais, mais après je pense qu'avec un peu de recherche on peut peut-être trouver ces informations-là. Ouais, carrément. Il faudrait qu'on se mette à chercher, qu'on se mette à vraiment à travailler. Parce que nous on fait juste la partie kiff en fait. On regarde les films, on parle et c'est tout. C'est clair. Et puis si on a des anecdotes, c'est des trucs enfouis de très longtemps. On fait un peu de séance archéologique avant. C'est ça. Donc ouais, je pense que, ou alors faudrait acheter un DVD ou un Blu-ray justement d'un film comme ça, et peut-être que dans des bonus on verrait vraiment comment il travaille quoi. Bah c'est vrai que le seul auquel je pense c'est Mathieu Kassovitz avec Babylone AD si je me trompe pas, où effectivement ça a été extrêmement difficile le tournage. Oui, pas que pour la partie production, mais voir fucking Kassovitz, le reportage sur le making of de cette réalisation qui a été chaotique. Et ça, c'est le meilleur exemple. Ouais, donc il y a effectivement plein de choses chaotiques qui sont pas en lien avec la production hollywoodienne, mais il y avait quand même un gros paquet qui était sur les méthodes de travail et les exigences de la production hollywoodienne. Ouais. Mais c'est vrai que c'est particulier parce que j'ai l'impression, tu vois, sur un regard un peu extérieur, on commence à avoir vu pas mal de films et donc on commence aussi à comprendre comment certains réalisateurs fonctionnent. Et de les voir passer à Hollywood, il y a un côté un peu broyeur, quoi. On a l'impression qu'ils les façonnent pour les faire rentrer dans des petites cases et toute leur partie aussi, qui font que c'est des entités uniques et qu'ils ont une façon de penser bien à eux. Au final, on se retrouve avec des choses qui sont vachement lissées, quoi. Ouais. Mais pour le coup, pour celui-ci, moi je trouve que Kitamura s'en est bien sorti, justement. Ouais. Enfin, s'en est bien sorti justement dans son genre, dans ce qu'il sait faire. Et puis moi, je le retrouve. Ouais. Clairement, je le retrouve Kitamura. Même s'il n'y a pas le côté fucked up des bastons, tout ça, même si en plus t'as David Leitch en chorégraphe de cascade justement, donc
Ils auraient pu se faire plaisir, je pense, un peu plus. Surtout qu'en plus, Kitamura vient aussi du cinéma d'action avec Versus, tout ça. Donc, il sait, il a déjà filmé l'action. Donc, il aurait pu faire un truc un peu plus orienté là-dessus. Mais bon, je pense qu'il a eu quelques freins aussi en disant reste dans l'horreur, reste dans le fantastique. Et puis, t'éloignes pas de ça. Puis en plus, t'as pas vraiment des acteurs faits pour faire de l'action. Parce que Vinnie Jones, ça reste une armoire à glace. Ça reste juste un gros bourrin. Puis Bradley Cooper, physiquement, surtout dans ce film-là, il est pas... Et d'ailleurs, moi je reviens sur ce que tu as dit. Tu parlais des jeux d'acteurs un peu approximatifs, mais tu penses à qui? Alors, moi, la meuf, déjà, là. Mais la meuf, c'est pas une grande actrice non plus. Hein. Elle a toujours joué comme ça. Bah, je la connais pas. J'ai regardé sa filmographie. J'ai vu qu'on l'avait vue il y a pas longtemps dans Juré numéro 2. Mais en fait, je m'en souvenais pas. En fait, j'ai vu les films qu'elle avait fait. Je fais, ah tiens, j'ai vu le film. Elle joue qui? Et à chaque fois, je savais pas. Mais elle a toujours des petits rôles comme ça, et en fait, à part jouer la part mais même Bradley Cooper, il m'a pas... Bradley Cooper, il est très mauvais dans le film. Il est pas... Franchement, moi, je l'ai trouvé vraiment très, très, très mauvais. J'aurais pas dit peut-être très, 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 mais franchement, moi, c'est vraiment la performance où, en fait, il ne me fait rien. Mais même lui, je crois qu'il fait rien. Donc, ouais, c'est ça, c'est que... Alors, je sais pas si c'est pas son genre de film, et donc il était un peu pas dans son élément... Puis en 2008, c'était pas non plus la star d'aujourd'hui, donc je pense qu'il cherchait un peu. Ouais. Et là, non, c'est clairement pas le genre de film qu'il a prévu. Et je pense qu'il a pas compris dans quoi il tournait aussi. Le jeu qu'il propose dans le film, franchement, c'est le néant, quoi. Même lui, j'ai l'impression, en fait, pendant tout le film, il reste bouche légèrement ouverte et puis les yeux écarquillés. Ouais, tout le long du film. C'est la même plante verte que Chasse à l'homme. Exactement. Et puis moi, il y a un des trucs qui fait, je pense que ça vient aussi de ça, parce que c'est un peu continuité, c'est que justement comme c'est pas des performances qui sont très intéressantes et captivantes, et ben en fait moi ça m'a vachement bloqué les émotions par rapport au personnage. Donc là j'arrive pas trop à savoir si c'est un défaut d'écriture ou un défaut de casting quoi, mais aucun des personnages me donne envie de savoir ce qu'ils ressentent, d'avoir un peu peur pour eux, de avoir envie de connaître leur aspiration. Je veux dire, le personnage de Bradley Cooper, le principe est plutôt intéressant. Dans la partie artistique, dans la création, dans le fait de repousser ses limites, de vouloir toujours aller plus loin pour pouvoir arriver à percer. Donc, de plus vraiment faire ce qu'on aime dans son art, mais d'aller chercher ce qui va se vendre, ce qui va être exposé. Donc, il y a plein de comme ça de petites notions qui sont intéressantes. Et après, il y a tout le côté horreur, mais la relation avec sa meuf, elle est inintéressante au possible. Ouais, c'est clair. Ça, par contre, c'est très hollywoodien, donc je pense que c'est vraiment le stéréotype de base qu'on nous a refoulé pendant des milliers de films dans le cinéma hollywoodien. Mais ouais, non, franchement... Mais en soi, même Vinnie Jones, c'est pas là où il m'a fait le plus peur, quoi, tu vois, alors que pourtant, il est censé être... Ouais, mais par contre, moi, Vinnie Jones, je le trouve très correct. Ouais, il est très correct, mais je veux dire, sur d'autres films où il joue des méchants, où tu sais que... Ouais, après, c'est vrai qu'il joue souvent des personnages un peu foufou. Ouais. Mais là, il joue vraiment un personnage mutique. Donc, puis moi, je trouve en armoire à glace violent, moi, je trouve qu'il fait bien le taf avec Mjolnir en main. Tu vois, franchement, j'avoue. Je trouve qu'il fait le taf. En fait, je dis pas qu'il est pas bon. Je dis juste que, tu vois, dans tous ses films, c'est pas cette performance-là que je vais retenir. C'est sûr. Quand t'as fait Donnie dans le plomb, après... Et après, c'est ça, Même Carton Rouge, hein. Je sais pas si tu l'as vu, celui-là. Oui, tu me l'avais montré. Ouais, il était bien, ça. Mean Machine, il est excellent dans le film. Même ce film-là, il est excellent. D'ailleurs, je vous le conseille, hein, si vous voulez voir un bon film sur le foot. On dit souvent qu'il n'y a pas eu de bon film sur le foot ou quoi que ce soit. Bah si, il y en a un, ça s'appelle Carton Rouge, ou Mean Machine en version originale. Un film anglais sur des prisonniers qui vont monter une équipe pour jouer contre l'équipe de gardiens. Si ça vous dit quelque chose, c'est parce qu'il y a eu un remake américain, version football américain, avec Adam Sandler, qui s'appelle Mi-temps, mi-tard. Ouais. Donc, il est très bien aussi d'ailleurs. Très bien aussi, il est très très fun. Et bah il y a une version anglaise sur le foot, le soccer pour mes Québécois, qui est très 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 fun, avec Jason Statham en gardien de but complètement starbé. J'avais oublié qu'il était dedans. Ouais, il est dedans, puis il est monstrueux. Et voilà, moi je vous conseille un bon Vinnie Jones là, sur le foot en plus, faut aller voir Carton Rouge. Ouais. Voilà, c'est la petite parenthèse reco. Très bien. Mais non, tu vois, c'est un peu dommage toute cette partie-là. Ouais, c'est dommage. En plus, moi j'aime bien en fait déjà en 2008 en fait, on va s'intéresser à la recherche de l'image violente en fait pour satisfaire le public.
Et tu vois, en 2025, on est encore là-dedans finalement, tu sais, avec les réseaux sociaux, Internet, les influenceurs, les lives sur Internet, tout ça. On est encore plus dedans. Et en fait, déjà pour un photographe à New York dans les années 2008, qu'on lui dit tiens, va chercher les images un peu choquantes, c'est ça qui fait parler, c'est ça qui vend. Bah tu dis ouais, ça m'intéresse en fait. Mais j'aurais voulu qu'il développe un peu plus autour. Ouais, c'est ça. Puis 2008, on est dans la vague des sauts. Hostel, je crois que c'est pas très loin, ou c'est à peu près dans cette période. Donc on était déjà, je pense, dans une imagerie de l'extrême violence, de la torture, des choses comme ça qu'on avait dans ces films-là. Et pour Midnight Train, effectivement, je pense qu'il a un peu surfé aussi sur ce principe d'avoir des scènes extrêmement graphiques. Moi, j'ai pas eu le côté frisson, peur, sursaut, des choses comme ça. Non, c'est clair. Donc oui, c'est graphique, mais après... Bah, clairement, moi, c'est pas le pire qu'on a fait, quoi. Non, c'est clair. Puis moi, je pense que l'écriture de Clive Barker sur cette nouvelle-là, et même sur la raison du film, en fait, l'intention, c'était de faire un après World Trade Center aussi. Ouais. Tu sens, en fait, justement, toutes ces images choquantes, ces images où t'as l'extrême violence, tout ça, où tu vas avoir des corps mutilés, des corps, quoi, juste tout simplement. Et tu sens même, t'as même des petites notions, justement, avec... le garde en fait qui va contrôler à chaque fois les gens qui ont un appareil photo, une caméra, parce que l'après World Trade Center, tu vois, donc il y a encore ce traumatisme là, mais justement on va pas jouer énormément là-dessus. Et moi j'aurais voulu que justement que ce soit l'élément central du film et qu'on tourne autour et puis qu'on amène tout le côté horrifique sur ce paranoïa là ou ce traumatisme là et jouer vraiment là-dessus. Ouais, complètement, mais parce qu'en plus ça ferait un excellent contexte de départ en fait. Et c'est clair. De montrer la paranoïa, la psychose, aussi ce qui reste, parce que c'est-à-dire que ça a été d'une violence extrêmement forte, donc forcément, tous les New-Yorkais, ils l'ont vécu comme quelque chose où ça pouvait après revenir à tout moment. Il y a plein de stress post-traumatique, en fait. Mais moi, j'aimerais bien savoir, justement, c'est Clive Barker, il a écrit avant ou après le World Trade Center, ça pourrait être intéressant, tu vois. Parce que c'est vrai que l'histoire en elle-même, on a du mal à la situer. Dans le temps, si c'est... Dans le temps ? Ouais, je pense. Si c'est après 90, ou si c'est fin 90 ou début 2000. Non, moi je pense qu'il est vraiment ancré dans la réalisation du film, tu vois. Moi je pense qu'en fait, la temporalité, c'est ni plus ni moins que l'après World Trade Center. Je pense que c'est ça, en fait. Si on creuse un peu, je pense que, en fait, le film veut raconter ce traumatisme sur cet événement-là. Ouais, je pense, hein. Moi, j'arrive à le voir comme ça. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? J'en ai aucune idée. Est-ce que c'était l'intention du film ? J'en ai aucune idée. Mais si c'est l'intention, moi je suis désolé, mais j'aurais voulu que ce soit vraiment poussé et qu'on se centre vraiment sur ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, dans l'intention du film, j'ai du mal à le ressentir. Moi, je te dis, à part vraiment le contrôle Vigipirate à l'arrache dans le métro, tu vois, les trucs comme ça. Ouais. Mais après, le côté traumatisme et tout, non, je sais pas. À recreuser un petit peu plus pour voir de quand est-ce que c'est sorti, mais... Mais moi, je pense qu'il y avait cette intention-là quand même au début. Je sais pas, je me trompe peut-être, hein, mais moi, dans tous les cas, j'avais vu un début d'intention, je me suis dit peut-être que, et ça aurait pu être intéressant de s'attarder là-dessus, mais ce n'est pas le cas, donc tant pis. T'as autre chose à rajouter ? Non, moi c'était ça, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a plein de choses bien, il y a plein d'idées qui sont intéressantes, il y a plein de volonté artistique, et ça c'est clairement aussi intéressant parce que c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, souvent quand on a fait des films asiatiques à Hollywood, c'était un peu que Hollywood, quoi, on retrouvait plus rien. Donc là, on a quand même encore une patte artistique qui est sympa. Mais moi, dans l'histoire, dans le scénario, il y a des choses qui sont pas maîtrisées. Voilà, qui sont pas très maîtrisées, et donc ça en fait un film sympa, mais qui m'a pas mis une claque, quoi. Ouais, pareil. J'étais un peu déçu par l'extrême violence. Je m'attendais vraiment à ce qu'on ait un petit moment ciné bien trash, mais finalement je me dis putain, c'est que ça. Non, mais au final, tous les films d'horreur que tu montres, ça va, je survis, donc. Ouais. Attends, It is the Killer. Ouais, je sais. Je sais que t'en as d'autres sous le coude. Ouais, j'en ai d'autres. On va y aller crescendo. Oui. On le classe le film maintenant ? Très bien. T'as la liste ? J'ai la liste. Ok. Je suis prête. Vas-y. Est-ce que tu le mets avant la Grande Muraille ? Après, en même temps, si tu me disais que c'est là, il y avait le film qui était le pire de l'humanité, là, il fera battle avec la Grande Muraille à la fin de la tier list. Est-ce que tu le mets au-dessus de Prisoner of Ghostland ? Oui. Au-dessus du Dernier Rempart ? C'est là où ça commence à... Ah, c'est dur quand même, là. Ouais. Parce que... Ouais...
Non. Bah, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord, en fait, que ce soit dur aussi, parce que il y a, comme on disait, une plus jolie photographie, il y a plus d'intention, mais le résultat, il est quand même assez en dents de scie, et dans le sens où on va le ressentir dans le visionnage. C'est pas on le regarde, on passe un bon moment, et après, on critique, et effectivement, on voit un peu les limites, ou c'est que là, pendant le film, tu fais « Ah, ok, bon, bah ça, non. Ok, bon, bah ça, c'est un peu bancal, quoi. » Et ça, si c'est ça la fin, je sais ce que c'est. Ouais, il y a des hauts débats dans le film, c'est ça qui est dommage. Mais après, c'est juste parce que Le Dernier Rempart, en fait, ça reste un film d'action efficace. Il n'y a pas énormément de choses à dire parce que la réalisation, elle est correcte et ouais, c'est ça, c'est que ça. elle reste sur les rails, en fait. Et donc, il n'y a pas de. Oui, puis alors après, c'est toujours aussi un peu délicat, je pense, parce que c'est toujours compliqué de juger là-dessus, mais c'est qu'il y a moins d'attente. Donc, comme c'est des films où tu sais que tu vas juste y aller en mode bon, ben on va regarder un film d'action et on va se laisser embarquer. Là, dans le film aussi, et parce que c'est ce qui est annoncé un peu au départ, quoi, c'est qu'il va y avoir un scénario, il va y avoir une histoire. Et ben, on a un peu plus de déception. Donc, Oui. le sentiment, il est un peu plus négatif, quoi. Ouais. Ouais, c'est Après, pas évident ouais. parce que moi, je trouve quand même une intention cinématographique un peu plus poussée que Dernier Rempart. Ouais, complètement. Même sur la photographie, hein. Ouais. La photographie, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus intéressante dans Midnight Train que dans Dernier Rempart. Mais ouais, juste en fait pour l'ensemble, non, je laisserais quand même derrière Le Dernier Rempart parce que le Dernier Rempart, ça reste un film d'action bien bourrin, qui est efficace et puis tu passes un bon moment. Et Midnight Train, ouais, tu vois les limites en fait du film. Ouais. Est-ce qu'on s'autorise le fait de la prochaine capsule, le prochain classement, on voit ce qui nous reste de Midnight Train, on voit ce qui nous reste de Dernier Rempart et on réajuste si Tu besoin. veux mettre celui-là entre parenthèses? En attendant, ouais, vas-y, pourquoi pas. Moi, j'ai bien envie de voir ce qui va m'en rester, en fait. Parce que Le Dernier Rempart, en soi, je suis pas sûre non plus de me dire, dans quelques semaines ou quelques mois, il va me rester énormément du film, quoi. Ouais. Peut-être que Midnight Train, il y a plus de défauts là qu'on va ressentir, parce que justement, c'était une attente qu'on avait sur le film, mais que au final, il y a quand même beaucoup de choses qui vont me rester dedans, quoi. Ouais, on peut se faire cette parenthèse-là, il n'y a pas de problème. On en reparlera la prochaine fois et peut-être que... Mais c'est vrai que c'est pas évident, hein, parce que là, on a fait que des films totalement différents. Oui, c'est clair, entre La Vérité et Midnight Train, on a un monde, quoi. Ouais, c'est clair. Mais après, tu vois, par exemple, je le mettrais pas au-dessus de La Vérité. Ouais, moi non plus. Parce que, après, La Vérité, comme on l'a dit aussi, c'est un film qui est très efficace, qui est très bien écrit, donc... Oui, et puis moi, surtout, c'est ça, c'est que c'est l'écriture. Moi, autant il y avait certains thèmes qui nous parlaient pas, Oui. Mais il y a quand même cette grande qualité d'écriture de Koreeda qui fait que, voilà, les personnages, ils fonctionnent, ils sont bien menés, là, il y a une vraie narration, quoi. Ouais. C'est fini pour cet épisode sans frontières là. On reviendra très prochainement avec sans doute un film pas très bon. On ne sait pas encore si ça sera King of Fighters, si ça sera The Killer, si ce sera encore une liste longue comme le bras de films tantôt très moyens, tantôt très pas bons. Ouais. Donc ouais, on sait pas. En fait, ça va être selon ce qu'on va trouver, selon l'envie. Ouais, c'est ça. Et si on a envie de se faire un nanar ou si on a envie de se faire un film très mauvais, on sait pas. On reviendra, mais sans doute, mais très rapidement. Et donc, on vous dit à la prochaine. Très bien. À la prochaine, hein. Faites attention à ce que vous mangez comme viande, on sait jamais. D'ici là, portez-vous bien, comme d'hab. Ouais, bye tout le monde. Bye.